Ma femme a couché avec son avocat en divorce et a exigé la moitié de mon entreprise ainsi que de notre maison. Alors, j'ai discrètement rassemblé des preuves, et ce qui s'est passé au tribunal l'a littéralement anéanti. Je suis un homme âgé de 35 ans. J'étais marié à Jane, une femme de 32 ans, depuis près de 7 ans avant que tout ne parte en vrille. En apparence, notre relation semblait tout à fait ordinaire. J'avais bâti mon entreprise de construction à partir de presque rien, jusqu'à en faire une affaire prospère, avec des chantiers dans toute la région. J'avais commencé seul, avec un vieux pick-up d'occasion et juste assez d'outils pour remplir la moitié d'un garage. Les premières années ont été très rudes, je travaillais plus de 80 heures par semaine, il m'arrivait même de dormir dans le camion pour économiser sur l'essence, je faisais des allers-retours entre les sites en avalant ce que je trouvais, tout en soumissionnant sur des projets dont les budgets couvraient à peine les matériaux. Je ne veux pas me vanter, mais j'ai tout sacrifié pour faire fonctionner cette entreprise. J'ai manqué le mariage de mon meilleur ami parce que nous devions terminer un projet commercial qui a littéralement sauvé notre année. Une fois, j'ai continué à travailler malgré une pneumonie, car je ne pouvais pas me permettre de perdre le client. Chaque centime de bénéfice était réinvesti dans du matériel de meilleure qualité et dans l'embauche de personnel compétent. Pendant ce temps, Jane n'a pas travaillé une seule journée durant notre mariage. Pas une seule. C'était notre accord, tu poursuis tes rêves, chérie, et moi je m'occupe de la maison, m'avait-elle dit. Cela semblait juste à l'époque. Mais s'occuper de la maison signifiait en réalité qu'elle faisait appel à un service de ménage payé avec mon argent, commandait des plats à emporter 4 soirs par semaine et organisait, de temps en temps, des dîners entre amis censés servir au réseautage, mais qui ne comprenaient en fait que ses propres connaissances. Le plus gros effort qu'elle ait investi dans notre foyer, c'était de redécorer le salon à 3 reprises en 7 ans, parce qu'elle se lassait du style. Je voulais qu'elle vive pleinement sa vie, alors je faisais en sorte qu'elle ait tout ce qu'elle désirait, une Audi flambant neuve, un coach sportif personnel, des virées shopping qui feraient frémir n'importe quelle carte bancaire. Pendant ce temps, je tournais avec les 5 mêmes t-shirts en rotation et je conduisais une voiture ayant dépassé les 100 000 km, par souci de praticité. Elle ne s'est jamais inquiétée d'argent, et je ne me suis jamais plaint, parce que je pensais que c'était cela, aimer quelqu'un. Notre maison était agréable, sans être un manoir, mais tout de même digne d'une famille aisée de banlieue, avec de bonnes écoles aux alentours. Nous avions un chien, mais pas d'enfant. De l'extérieur, nous étions sans doute ce couple que l'on envie, réussi, apparemment heureux, avec tous les signes extérieurs d'une vie parfaite. Jane était cette femme que l'on remarque toujours, extrêmement charismatique, capable d'entrer dans n'importe quelle pièce et d'en captiver tous les occupants en moins de 5 minutes. Mais je n'étais pas jaloux, je lui faisais entièrement confiance. Je travaillais tard presque tous les soirs, car l'entreprise grandissait vite, et gérer plusieurs chantiers tout en traitant avec les clients, les entrepreneurs et les services municipaux, ce n'est pas une mince affaire. Un soir, j'étais encore au bureau vers 22 heures pour finaliser quelques propositions de chantier, quand j'ai reçu un message de Brian, un ami qui tient un restaurant en centre-ville. Il me dit, dis-moi, Jane est en déplacement ? Parce que je suis presque sûr de l'avoir vu au Orchid avec un homme. Le Orchid évidemment, ce n'est pas son vrai nom et est un restaurant gastronomique où l'on ne dépense pas moins de 300 € pour un dîner. Mon estomac s'est noué. Jane m'avait dit qu'elle resterait à la maison ce soir-là, parce qu'elle ne se sentait pas bien. Je lui ai répondu, tu es certain que c'était elle. Il a répliqué, elle était littéralement à 2 tables de moi, et ils ne se comportaient pas comme de simples amis, si tu vois ce que je veux dire. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien, peut-être un cousin ou un vieil ami de passage. Mais le lendemain matin, lorsque je lui ai demandé en passant ce qu'elle avait fait la veille, Jane m'a menti droit dans les yeux, oh, rien, juste regarder un peu Netflix astérisque plateforme de streaming, et me suis couché tôt. Je ne me sens toujours pas au top. C'est là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Je ne suis pas du genre à fouiller le téléphone de ma femme ou à suivre sa localisation. J'ai toujours considéré ce genre de choses comme intrusif et toxique. Mais cette fois, j'avais une raison valable d'être suspicieux. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, j'ai consulté notre compte bancaire commun. Au départ, tout semblait normal, jusqu'à ce que je remarque une dépense de 2800 € au Orchid, datant de 2 jours. Mon cœur s'est emballé. 2800 €, c'est presque 3 mensualités de voiture. Jane n'avait pas de carte bancaire à son nom. Nous partagions un seul compte pour tout. Alors d'où venait cette charge ? Le lendemain, j'ai creusé davantage. J'ai récupéré le courrier avant qu'elle ne le voie, et j'ai découvert une facture de carte bancaire à son nom, émise par une banque dont je n'avais jamais entendu parler. Le solde dépassait les 15 000 €, dépensés en à peine 6 mois. 15 000 €.
C'est le prix d'une voiture d'occasion ou d'un home cinéma complet. Elle avait donc ouvert une carte bancaire en secret et dépensait sans compter. Et pas seulement pour elle-même, les frais concernaient des hôtels, des restaurants et des cadeaux coûteux. Elle en faisait profiter quelqu'un d'autre, très probablement. Elle achetait des cadeaux à cet homme, avec l'argent que j'avais durement gagné. J'ai donc continué mes recherches, et j'ai vérifié ses relevés téléphoniques. Ce n'est pas ma plus grande fierté, mais quand votre partenaire vous ment en face, toutes les règles tombent. Il y avait un numéro qui revenait sans cesse, souvent la nuit ou à des heures étranges dans la journée. Les appels étaient systématiquement effacés de son historique, erreur de débutante Jane, mais il figurait toujours sur la facture détaillée. J'ai appelé ce numéro à un moment où je savais qu'elle n'était pas à la maison. Cela est tombé directement sur la messagerie. « Bonjour, vous êtes bien chez Matt, laissez un message. » Matt? Qui était ce Matt? J'ai failli laisser un message du genre « Salut Matt, c'est le mari de la femme avec qui tu couches », mais j'ai préféré agir intelligemment. Une rapide recherche sur les réseaux sociaux m'a permis de l'identifier, Matt Stevens, avocat d'affaires dans un grand cabinet en centre-ville. Un homme séduisant, je le reconnais. Leur lien n'était pas évident sur les réseaux, ils n'étaient même pas amis sur Facebook, mais je savais où chercher. J'ai trouvé quelques échanges de commentaires légèrement trop familiers. J'aurais pu la confronter à ce moment-là, mais je voulais des preuves irréfutables, quelque chose qu'elle ne pourrait pas nier. Je m'y connais un peu en sécurité domestique, alors j'ai installé un système de surveillance avec caméra dans les pièces communes de la maison, salon, cuisine, entrée. Tout cela parfaitement légal, puisque la maison m'appartenait aussi. Rien dans la chambre ni dans les salles de bain, et évidemment je ne suis pas un malade. Je n'ai rien dit à Jane concernant cette nouvelle installation. Je l'ai mise en place pendant qu'elle était à son cours de yoga, puis je lui ai mentionné en passant que l'entreprise nous avait proposé une bonne offre sur un pack de sécurité. Cette nuit-là, j'ai aussi sauvegardé le contenu du téléphone de Jane pendant qu'elle était sous la douche. Encore une fois, je n'en suis pas fier, mais j'avais besoin de savoir à quoi j'avais affaire. Et ce que j'ai découvert n'était pas juste une simple infidélité, c'était une trahison parfaitement calculée qui m'a fait réaliser que je ne connaissais pas du tout la femme que j'avais épousée. J'avais déjà installé les caméras de sécurité et je me transformais peu à peu en détective dans ma propre maison, mode James Bond activé. Ce n'était pas vraiment ainsi que j'imaginais passer mes week-ends, mais c'était bien plus économique que de céder la moitié de mon entreprise de construction, ma maison et mon argent à une épouse infidèle et manipulatrice. Il n'a pas fallu longtemps avant que les caméras enregistrent tout. Dès la première semaine, Jane a amené Matt chez nous pendant que je travaillais tard. L'audace absolue de cette femme. Elle a fait entrer son amant dans la maison que je payais, l'a installé sur le canapé que j'avais acheté, et lui a servi à boire avec l'alcool que j'avais moi-même acheté. Mais là où cela devient vraiment malsain, c'est qu'ils ne faisaient pas que s'amuser. Ils étaient en train de planifier activement comment me détruire. Les caméras ont capté toutes leurs conversations, avec un son d'une clarté parfaite. Une fois qu'on aura déposé les papiers, il faudra demander au moins la moitié de l'entreprise, disait Jane. Elle affirmait que Wilson Construction valait une fortune. Et Matt, que je réalisais désormais être un avocat spécialisé en divorce et non un simple juriste d'affaires, la conseillait précisément sur ce qu'elle devait dire et faire. Note chaque fois où il ne rentre pas dîner ou rate un événement à cause du travail. On monte un dossier pour prouver qu'il était émotionnellement absent, disait Matt. Et veille à ce que ce soit toi qui gères tous les événements sociaux et les tâches domestiques. Il faut qu'on puisse démontrer que tu as contribué à sa réussite. Ils étaient littéralement en train d'élaborer une stratégie pour me dépouiller de tout ce que j'avais construit. Jane ne se contentait pas de me tromper, elle complotait méthodiquement pour me ruiner financièrement, avec la complicité de son petit ami avocat. C'était comme regarder un mauvais film, sauf que c'était ma vie réelle. J'ai continué à visionner les enregistrements et à collecter des preuves pendant encore quelques jours. Elle me disait qu'elle allait à son cours de yoga ou qu'elle retrouvait des amis, puis je la voyais sur les caméras, tout apprêtée, quittant la maison pour ses rendez-vous galants. Parfois, elle rentrait ensuite dormir dans notre lit comme si de rien n'était. Ce sang-froid calculé me rendait malade. À ce stade, j'ai décidé d'intensifier mon enquête. Je m'asseyais dans ma voiture, l'air innocent, affalé sous une casquette de baseball et des lunettes de soleil, comme l'espion le plus évident du monde, garé devant les restaurants où je savais qu'il se rendrait. Ridicule? Peut-être. Efficace? Absolument. En moins d'une semaine, j'avais tout ce qu'il me fallait. Des photos que j'avais prises moi-même de Jane et Matt entrant discrètement dans des hôtels. Merci à l'objectif avec zoom que j'ai acheté en panique sur Amazon. Des vidéos d'eux dînant ensemble, se tenant la main comme un vrai couple.
Et des captures d'écran de leur profil public sur les réseaux sociaux, où ce Matt se vantait d'acheter des cadeaux à Jane, comme un bracelet à 5 000 € ou des sacs de luxe. La partie la plus révoltante? On aurait dit que cela durait depuis près d'1 an. Une année entière pendant laquelle je m'étais épuisé à développer mon entreprise dans 2 nouveaux départements, pendant que ma femme testait tranquillement son futur mari de remplacement. Mais ce n'est pas tout. Un soir, j'ai accédé à distance à la caméra de sécurité depuis un chantier, et j'ai vu Jane fouiller dans mon bureau. Elle prenait des photos de mes documents professionnels, contrats, listes de clients, tout. Elle a même trouvé l'endroit où je conservais mes mots de passe et les a photographiés aussi. Quand je l'ai confrontée plus tard, sur un ton décontracté, « Tu cherchais quelque chose dans mon bureau », elle m'a sorti une histoire bidon sur des papiers d'assurance. J'ai simplement hoché la tête et joué le rôle de l'idiot. Je savais que je devais agir vite pour me protéger. J'ai donc appelé Chris, un ami à moi qui est aussi l'un des meilleurs avocats spécialisés en divorce de la ville. Pas un type véreux comme Matt, mais le genre d'avocat qui fait trembler les autres. Je lui ai tout raconté, l'infidélité, les manigances, les preuves que j'avais réunies. On dirait que Jane s'en est prise au mauvais gars, m'a-t-il dit après avoir vu quelques extraits vidéo. Mais avant qu'on ne sorte l'artillerie lourde, il m'a demandé, « Vous avez un contrat de mariage ?» Après ce rendez-vous, j'ai appelé mon père. Une fois que j'ai compris ce que Jane préparait, je savais que mon père méritait d'être tenu au courant. Ce n'est pas le genre à dire « Je te l'avais bien dit », mais là, franchement, il aurait pu. Alors je lui ai expliqué toute l'histoire, puis j'ai ajouté, « On dirait que ce contrat de mariage que tu m'as forcé à signer va me sauver la mise. » Il y a eu un long silence au téléphone. Je pouvais presque l'entendre essayer de ne pas dire ce qu'il pensait. « Dis-le, papa », lui ai-je soufflé. Il a lâché un petit rire, mais ce n'était pas un rire joyeux. « Fiston, je n'ai jamais eu autant envie de me tromper de toute ma vie. » Cela m'a frappé en plein cœur. Il n'était pas content d'avoir eu raison, il était triste que son fils vive une telle situation. Puis il est passé en mode père protecteur, il m'a raconté comment il avait vécu une trahison semblable, mais de la part d'un associé professionnel, pas de ma mère. Eux sont toujours follement amoureux après 45 ans de mariage. Les gens qui essaient de s'approprier ce que tu as bâti au lieu de construire eux-mêmes, ils seront toujours là. Tu ne t'attends juste jamais à ce que ce soit la personne avec qui tu dors chaque nuit. C'est là que j'ai réalisé, oui, nous avions bien un contrat de mariage. Avant le mariage, mon père, qui avait lui-même traversé un divorce difficile, m'avait poussé à faire signer un contrat à Jane. À l'époque, mon entreprise n'en était qu'à ses débuts, alors elle avait signé sans trop discuter. L'accord était clair, ce que j'avais apporté dans le mariage et ce que j'avais construit par le biais de mon entreprise restait à moi en cas de divorce. Quand j'ai parlé du contrat de mariage pour la première fois, Jane a fait comme si ce n'était rien. On était assis à une petite terrasse en centre-ville, et j'étais mort de trouille à l'idée d'aborder le sujet. Elle a juste haussé les épaules et dit, « Bien sûr, peu importe, ce n'est qu'un bout de papier. » À ce moment précis, elle s'est aussitôt mise à me montrer des photos de lieux pour la cérémonie. À l'époque, mon entreprise se résumait à moi et 2 autres gars, un camion d'occasion et quelques outils. Je pense qu'elle a signé en pensant que ça n'avait aucune importance, juste pour faire plaisir à mon père paranoïaque. Le regard qu'elle avait en parcourant les papiers, comme si elle me faisait une immense faveur, rétrospectivement, c'est inestimable. J'en avais presque oublié l'existence de ce contrat, parce que je ne pensais jamais en avoir besoin. Jane aussi, apparemment, l'avait oublié. Ou plus probablement, Matt l'avait convaincu qu'il pourrait le faire invalider. Chris a examiné le contrat et m'a confirmé qu'il était solide. C'est du bon travail, mais il faudra rester prudent. Si elle arrive à prouver que tu étais émotionnellement abusif ou que tu as abandonné le mariage, un juge pourrait l'annuler. C'est là qu'on a élaboré un plan. Je continuerai à faire l'idiot. Je ne confronterai pas encore Jane. Je la laisserai croire que son plan fonctionnait, pendant que Chris et moi préparions notre contre-attaque. Pendant les semaines suivantes, j'ai joué le rôle du mari modèle. Je rentrais à la maison avec des fleurs, sans raison particulière. Je proposais des soirées en amoureux, qu'elle refusait souvent sous prétexte d'être fatiguée ou de ne pas se sentir bien. Je veillais à ce que des gens puissent témoigner de mes efforts pour sauver notre mariage. Pendant ce temps, je déplaçais tous mes documents professionnels importants vers un endroit sécurisé, je changeais tous mes mots de passe, j'ouvrais un compte bancaire séparé auquel elle n'avait pas accès et je commençais à y transférer certains avoirs. Toutes ces démarches étaient parfaitement légales, selon Chris, tant que je les déclarais lors de la procédure de divorce. Je me suis aussi mis à consigner chaque fois où elle mentait sur sa localisation. Chaque fois qu'elle prétendait aller au yoga ou voir des amis, alors qu'en réalité elle était avec Matt.
chaque retrait en liquide important depuis notre compte joint. Tout cela, Jane n'en avait pas la moindre idée. Elle pensait que j'étais ce mari naïf, trop accaparé par le travail pour remarquer quoi que ce soit. Elle croyait que j'étais une proie facile. Elle se trompait lourdement. Puis, un jour, après environ un mois passé à rassembler des preuves et à sécuriser mes biens, la cerise sur le gâteau est arrivée. Elle avait laissé sa boîte mail ouverte sur notre ordinateur. Et là, je l'ai vu, un mail adressé à Matt, avec comme objet, stratégie de divorce. J'ai fait des captures d'écran de tout, avant qu'elle ne se rende compte de quoi que ce soit. Le message détaillait tout leur plan. Elle comptait attendre que mon entreprise termine un projet important, qui devait rapporter une grosse somme, puis elle déposerait sa demande de divorce en exigeant la moitié de tout, mon entreprise, mes biens, mes investissements. Elle évoquait même leur projet de déménager dans un autre département une fois qu'ils auraient empoché leur part de mon argent. C'était la goutte d'eau. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Il était temps de retrouver Chris pour finaliser notre stratégie. Jane se croyait maligne, mais elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Avant de vous raconter la suite, certains se demanderont peut-être, comment Jane a-t-elle pu oublier le contrat de mariage? Eh bien, c'est sans doute l'aspect le plus fascinant de tout ce bazar. Elle ne l'avait pas vraiment oublié. Elle pensait simplement qu'il ne comptait pas. En examinant plus attentivement ses emails, j'ai trouvé des échanges entre elle et Matt où ils en parlaient. Matt lui avait bourré le crâne avec des absurdités juridiques du type « Les contrats de mariage sont souvent annulés, on dira que tu l'as signé sous pression ». C'était littéralement leur stratégie, prétendre que Jane ne comprenait pas ce qu'elle signait, qu'elle avait été contrainte, que c'était inéquitable et qu'il devait donc être invalidé. Jane y croyait à 100%. Elle avait une telle confiance dans les compétences juridiques de Matt qu'elle n'avait même pas pris la peine de relire le contrat elle-même. Elle pensait avoir un coup d'avance sur moi. Elle ignorait qu'elle allait se faire remettre à sa place de façon spectaculaire. Bref, pour revenir à l'histoire, j'ai passé environ 6 semaines à réunir des preuves et à me préparer avec Chris. Nous avions des enregistrements vidéo, des messages, des emails, des relevés bancaires, des factures de cartes de crédit, une montagne de preuves démontrant l'adultère et le complot visant à me dépouiller via le divorce. Puis, le jour tant attendu est arrivé. Un soir, je suis rentré du travail, et Jane m'attendait dans la cuisine avec ce petit sourire étrange. « Il faut qu'on parle », m'a-t-elle dit en faisant glisser une enveloppe sur le comptoir. À l'intérieur, il y avait les papiers du divorce. Je les ai ouverts en feignant la surprise, parcourant les documents sous son regard, guettant ma réaction. Les exigences étaient exactement ce à quoi je m'attendais, la moitié de mon entreprise, une pension alimentaire à vie, notre maison, même mon camion. Sur le papier, c'était un massacre financier total. « Je ne suis plus heureuse », a-t-elle lâché comme si elle récitait un texte appris par cœur. Je crois qu'on sait tous les deux que ça ne marche plus. J'ai hoché lentement la tête, jouant parfaitement mon rôle. Est-ce que je peux te demander, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non, a-t-elle menti droit dans les yeux. Je pense juste qu'on s'est éloigné. Tu travailles tout le temps et j'ai besoin de plus dans une relation. J'avais envie de lui balancer toutes les preuves à la figure à cet instant précis, mais j'ai respecté le plan. J'ai juste hoché la tête à nouveau, lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir, puis je suis allé appeler mes parents pour avoir du soutien. En réalité, j'ai appelé Chris pour lui dire que la partie venait de commencer. Les semaines qui ont suivi étaient complètement irréelles. Nous vivions toujours sous le même toit, mais on se parlait à peine. Jane a commencé à rentrer très tard presque tous les soirs, sans même prendre la peine de mentir sur l'endroit où elle se trouvait. Je la surprenais parfois en train de sourire à son téléphone, probablement en train d'écrire à Matt pour lui dire que leur plan fonctionnait à merveille. Moi, pendant ce temps, je travaillais plus que jamais. Je finalisais un énorme chantier commercial, celui-là même qu'elle attendait pour pouvoir toucher le jackpot. Une nuit, elle a même laissé échapper une remarque du genre « C'est bien que tu sois concentré sur ton travail en ce moment. Termine ce que tu dois terminer. » Le sous-entendu était limpide, finis ce projet, pour que je puisse récupérer la moitié de l'argent. Chris et moi avons déposé notre réponse à sa demande de divorce, en semblant accepter la plupart des termes, mais en demandant un délai pour évaluer correctement la valeur de l'entreprise. Cela nous a permis de gagner le temps nécessaire pour affiner notre stratégie. On lui laissait croire qu'elle avait gagné, tout en mettant en place le piège parfait. La date d'audience a été fixée environ 3 mois après le dépôt de sa requête. Pendant ce temps, j'ai déplacé de l'argent entre mes différents comptes de manière stratégique, tout en documentant scrupuleusement chaque opération de manière légale. Une fois le chantier terminé, j'ai été payé, mais j'ai aussitôt réinvesti la majeure partie de cette somme dans l'entreprise, via des dépenses parfaitement légitimes.
Nous avions tout planifié pendant des mois. Jane a remarqué que le compte professionnel n'était pas aussi garni qu'elle l'avait espéré, et elle m'a même confronté à ce sujet. Où est passé l'argent du projet Westside, m'a-t-elle demandé un soir. J'ai dû acheter du nouveau matériel, ai-je répondu tranquillement. Dépenses professionnelles. Son visage s'est crispé de colère, mais elle ne pouvait rien dire sans révéler qu'elle surveillait les comptes avec le divorce en tête. À mesure que l'audience approchait, Jane devenait de plus en plus confiante. Elle a commencé à déménager certains de ses effets personnels, à chercher un nouveau logement, à parler de ce qui allait devenir, sa part, des choses dans la maison. Elle était tellement sûre de devenir riche dans quelques semaines qu'elle dépensait déjà l'argent qu'elle n'avait pas encore reçu. La veille du procès, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Pas parce que j'étais nerveux, mais parce que j'étais prêt, plus que jamais, à en finir. Je voulais voir son visage au moment où tout s'effondrerait. Le matin du procès, Jane a passé 2 heures à se préparer, coiffure, maquillage, tenue. Elle était apprêtée pour impressionner, dans des vêtements que j'avais payés. La pauvre, elle ne se doutait pas qu'elle s'habillait pour son dernier jour heureux. Nous avons pris des voitures séparées. À mon arrivée au tribunal, je l'ai vu dehors avec Matt, blottis l'un contre l'autre comme une petite équipe. Il s'est rapidement éclipsé quand il m'a vu approcher. Ce lâche n'a même pas eu le courage de me regarder en face. Dans la salle d'audience, Jane était assise d'un côté avec lui, l'air incroyablement sûr d'eux. Moi, j'étais de l'autre côté, avec Chris, calme et prêt. Jane jetait des coups d'œil dans ma direction avec ce petit sourire, persuadée que j'allais tout perdre. La juge, une femme d'un certain âge aux cheveux argentés et au regard sévère, a ouvert la séance. Matt a pris la parole en premier, se levant avec un air théâtral comme s'il jouait dans une série télé. Votre honneur, ma cliente se retrouve dans une situation financièrement précaire à cause des agissements égoïstes de Monsieur Wilson. Elle a consacré des années de sa vie à soutenir cette entreprise, pour finalement être mise de côté une fois le succès arrivé. Je me suis mordu la langue si fort que j'ai probablement saigné. Jane n'avait jamais rien soutenu. Elle n'avait jamais mis les pieds sur un chantier, elle ne connaissait même pas les prénoms de mes employés. Mais devant la cour, il l'a présentée comme une partenaire d'affaires dévouée, qui s'était sacrifiée pour ma réussite. Quelle blague! Elle a renoncé à des opportunités de carrière, elle a apporté un soutien émotionnel, elle a géré le foyer pour permettre à Monsieur Wilson de se consacrer à son travail, poursuivit-il. Puis Matt est passé aux chiffres. En compensation de sa contribution au mariage, ma cliente demande la moitié de Wilson Construction, estimée à environ 4 200 000 €. Il poursuivit, en plus de cela, la résidence conjugale, estimée à 850 000 €, une pension alimentaire mensuelle de 11 200 €, ainsi que divers autres actifs, y compris les comptes d'investissement. Jane acquiesçait, regardant la juge avec assurance. Le montant total aurait littéralement ruiné ma vie, effaçant tout ce que j'avais mis des années à construire. Matt a terminé son intervention avec emphase, comme s'il venait de prouver une loi fondamentale de la physique, votre honneur, ma cliente ne demande que ce qui est juste, après cette année de partenariat. La juge s'est tournée vers Chris. Conseil de la défense, à vous. La bombe allait tomber, et Jane ne se doutait absolument de rien. La salle était silencieuse comme une tombe lorsque Chris s'est levé. Jane souriait toujours, déjà en train de dépenser mon argent dans sa tête. Matt, debout à côté d'elle, avait l'air d'un requin dans un costume hors de prix. Chris a commencé à feuilleter son dossier avec désinvolture, puis, d'une voix calme et professionnelle, il a attiré l'attention de la juge sur certains éléments omis dans l'exposé de Matt. La juge a acquiescé pour qu'il continue. C'est alors que Chris a sorti notre contrat de mariage. Il l'a posé devant la juge, qui a commencé à l'examiner. Le visage de Jane est passé de suffisant à confus en l'espace de 2 secondes. Je voyais Matt lui chuchoter quelque chose, visiblement en panique, mais Chris n'en avait pas fini. Il a précisé que nous avions des preuves, non seulement d'infidélité, mais aussi de complot en vue d'une fraude. La juge a montré un certain intérêt, et Jane, elle, commençait à paniquer. C'est à ce moment-là que Chris a sorti la clé USB contenant toutes nos preuves. La juge a autorisé leur présentation. Le greffier a mis en place l'écran vidéo, et le visage de Jane est passé de confus à paniqué. Elle secouait la tête, tentait d'objecter, disant que c'était privé, mais la juge l'a immédiatement fait taire. Puis la vidéo a commencé. D'abord, Jane et Matt dans notre salon, en train de discuter de comment obtenir la moitié de mon entreprise. Ensuite, Jane prenant en photo mes documents professionnels confidentiels. Puis d'autres extraits montrant leur plan pour invalider le contrat de mariage. La salle d'audience était si silencieuse qu'on aurait pu entendre une mouche voler à chaque nouveau clip.
Jane s'enfonçait dans sa chaise. Le visage de Matt est passé de confiant à horrifié. L'expression de la juge est passée de neutre à esséurée, ce qui était un très bon signe. À la fin de la présentation des preuves, Jane était pratiquement en hyperventilation et Matt semblait sur le point de vomir. La juge a demandé à Matt s'il avait une réponse à apporter. Et c'est là que ça devient savoureux. Matt a fermé sa mallette et a déclaré à la cour que sa cliente retirait toutes ses demandes financières. Juste comme ça. Jane s'est tournée vers lui, horrifiée, mais il refusait même de la regarder. Et mon Dieu, rien n'est pire que votre amant qui vous abandonne en pleine audience. Que Dieu t'aide à te relever, Jane. Elle a essayé de parler, affirmant qu'il pouvait encore faire invalider le contrat de mariage, mais Matt l'a interrompu. Avec les preuves présentées, il savait qu'il n'avait aucune chance. La juge en avait vu suffisamment et n'était clairement pas encline à faire preuve de clémence envers Jane. Le verdict fut rapide et brutal, toutes les demandes financières rejetées, contrat de mariage validé, divorce prononcé pour cause d'adultère. Jane repartirait uniquement avec ce que le contrat prévoyait, c'est-à-dire ses effets personnels et une petite compensation, insuffisante pour couvrir même une année de ses habitudes de shopping. Lorsque le marteau de la juge s'est abattu, Jane est restée figée, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Tous ces mois de planification, de manipulation et de tromperie, et en moins d'une heure, tout s'était effondré. Elle n'a eu ni mon entreprise, ni ma maison, ni la pension alimentaire à laquelle elle comptait. Rien. Comme dirait Thanos, tout ça pour une goutte de sang. Sauf que dans le cas de Jane, elle n'a même pas eu ça. Je suis sorti du tribunal comme un roi. Jane a essayé de me rattraper dans le couloir, le maquillage coulant sous les larmes, voulant tout expliquer. Je n'ai même pas ralenti. Il n'y avait plus rien à dire. Les conséquences ont été assez simples. Jane avait 2 semaines pour déménager ses affaires. Elle a essayé de m'appeler plusieurs fois, alternant entre pleurs, excuses et menaces. Je l'ai bloquée après le premier jour. Quand elle est venue récupérer ses affaires, j'ai pris soin d'avoir 2 amis avec moi comme témoins. Elle avait l'air pitoyable, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Une partie de moi, presque, a eu pitié d'elle. Mais je me suis rappelé tous ces complots pour tout me prendre, et toute sympathie s'est évaporée. J'ai passé des années de ma vie avec cette femme. Je lui ai tout donné. Je me suis assuré qu'elle soit à l'aise. Je lui ai offert l'amour, les soins, les cadeaux, tout ce qu'un bon mari ferait. Mais dès l'instant où elle a décidé de me manquer de respect, de mépriser mon travail, elle était morte pour moi. Elle est partie avec ses vêtements, ses bijoux et quelques objets personnels. En tout, environ 5 valises et 2 cartons. Un contraste saisissant avec les millions qu'elle pensait obtenir. Le plus ironique ? Elle avait déjà versé un acompte pour un appartement de luxe, certaine qu'elle allait toucher une grosse somme après le divorce. Elle a évidemment perdu cet acompte. Elle avait aussi accumulé une énorme dette sur ses cartes de crédit, en préparant sa nouvelle vie, dette qui, juridiquement, lui revenait entièrement. Quant à Matt, il s'est avéré que son cabinet d'avocat n'était pas ravi d'apprendre qu'il avait aidé une cliente à planifier une fraude contre son époux. Et oui, couché avec ladite cliente, en plus. Chris s'est assuré de transmettre toutes les preuves à l'ordre des avocats, et la dernière fois que j'ai vérifié, Matt faisait l'objet d'une enquête déontologique. Il n'y a pas de justice plus douce que celle-là. Toute cette expérience m'a profondément changé. Je ne vais pas mentir, je suis plus prudent maintenant, plus méfiant envers ceux à qui j'accorde ma confiance. Mais mon entreprise se porte mieux que jamais. Après que le divorce ait été finalisé, j'ai tout misé sur le travail. J'ai décroché de nouveaux contrats majeurs et je me suis lancé dans l'immobilier commercial. J'ai vendu notre maison et je ne supportais plus d'y vivre avec tous ces souvenirs et j'ai acheté un logement plus modeste, plus proche de mon siège principal. Ce n'est pas aussi luxueux, mais c'est à moi. Quelques amis ont essayé de me caser quelques mois plus tard. J'ai accepté 2 ou 3 rendez-vous, mais je n'étais pas prêt. La confiance n'est plus quelque chose que j'accorde à la légère. Peut-être un jour. Mais pour l'instant, me concentrer sur moi et sur mon entreprise me suffit amplement. En réalité, je vais franchement bien. Ah, et j'ai adopté un chien. Je l'ai appelé Pickle. Ce n'était pas du tout prévu. 2 mois après la finalisation du divorce, j'étais sur un chantier pour vérifier une coulée de fondation quand ce petit clébard miteux s'est pointé sur le site. Il avait une couleur étrange, un mélange de brun et de vert, probablement d'avoir roulé dans Dieu sait quoi, et il était maigre comme un clou. L'un de mes ouvriers s'apprêtait à le chasser, mais j'ai dit que j'allais m'en occuper. Je lui ai donné une partie de mon déjeuner, et ce petit gars s'est simplement assis là, me regardant comme si je venais de lui remettre les clés du royaume.
Il n'avait ni collier, ni puce. Quand je l'ai emmené chez le vétérinaire plus tard, il était couvert de taches étranges qui ressemblaient à du jus de cornichon, d'où le nom. Finalement, c'étaient des algues provenant du ruisseau derrière le chantier. Elles ont fini par disparaître, mais le nom est resté. Le vétérinaire a estimé qu'il avait environ 2 ans, probablement un croisement entre un terrier, un chihuahua, et peut-être d'autres races. Je ne comptais pas le garder, je me disais que je le nettoyais juste pour qu'il ait plus de chances d'être adopté par un refuge. Mais dès la première nuit, il est venu se blottir contre moi sur le canapé, a poussé un soupir dramatique comme s'il avait eu la journée la plus dure du monde, puis s'est endormi sur ma jambe. À partir de là, c'était plié. Aujourd'hui, Pickle dort dans mon lit. Jane aurait fait une crise rien qu'en y pensant, elle avait toujours des règles ridicules sur les limites pour les chiens. Il m'accompagne la plupart du temps au travail, assis à l'avant dans le camion, la tête dehors, comme s'il était le roi de la route. Les clients l'adorent, surtout qu'il a un talent bizarre pour retrouver les outils perdus sur les chantiers. Sérieusement, ce petit gars nous a fait gagner des heures à chercher des vis tombées ou des mètres rubans égarés. Mais ce qu'il y a de meilleur avec Pickle, c'est qu'il se moque royalement de mon compte bancaire. Après des années à essayer de suivre le rythme imposé par Jane, il y a quelque chose de profondément apaisant dans une relation où la réussite se mesure en gratouilles sur le ventre et en balles de tennis. 3 mois après toute cette histoire, Jane a tenté de me recontacter. Elle m'a envoyé un long email expliquant qu'elle avait changé, qu'elle avait compris ce qu'elle avait perdu. Je n'ai jamais répondu. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, et certains ponts méritent de rester brûlés. Cela fait maintenant environ 6 mois que le divorce a été prononcé. J'entends encore parler de Jane à l'occasion, par des amis communs. Elle est retournée vivre chez ses parents pendant un temps, puis a trouvé un boulot dans une petite boutique. Rien à voir avec la vie de divorcée richissime qu'elle pensait mener. Quant à moi, la vie continue. Je réfléchis à prendre des vacances pour la première fois depuis des années. Un endroit avec des plages et sans réseau. Cela fait maintenant 1 an et demi depuis le divorce, et je me suis dit que je pourrais faire le point sur ma situation actuelle. D'abord, mon entreprise a connu une croissance folle depuis que tout ça est arrivé. C'est comme si, une fois débarrassé de Jane qui siphonnait mon compte et mon énergie mentale, je pouvais enfin me concentrer sur l'essentiel. Nous nous sommes étendus dans 3 nouveaux départements, et nous avons même ouvert un 2e bureau. J'ai désormais près de 40 employés, et nous sommes complets en projet pour les 18 mois à venir. Mais la partie, revanche, de cette histoire n'est pas encore terminée. Souvenez-vous que mon avocat, Chris, avait envoyé les preuves à l'ordre des avocats concernant l'éthique douteuse de Matt. Eh bien, il s'avère que coucher avec sa cliente tout en l'aidant à frauder son mari, ça ne passe pas bien auprès du barreau. Après une enquête approfondie, Matt s'est vu suspendre son permis d'exercer pendant 18 mois. Je ne sais pas comment il paie ses factures aujourd'hui, mais ce n'est plus mon problème. Quant à Jane, je n'ai eu que des échos indirects. Après être retournée chez ses parents, elle a apparemment essayé de se réinventer en influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle a lancé un compte Instagram pour promouvoir des boutiques et des commerces locaux. La dernière fois que j'ai vérifié, elle avait peut-être 2000 abonnés, et elle tentait désespérément d'obtenir des produits gratuits en échange de visibilité. Triste pour quelqu'un qui dépensait autrefois des milliers d'euros en shopping sans y réfléchir. Un des moments les plus satisfaisants est venu d'un ami commun qui m'a raconté que Jane et Matt avaient tenté de raviver leur histoire une fois la tempête juridique passée. Ils ont emménagé ensemble dans un appartement minable, mais ça n'a duré que 3 mois. Ils ont eu une énorme dispute. Apparemment, sans argent, leur relation parfaite l'était beaucoup moins. Et devinez quoi? Matt l'a trompé. Je sais, c'est choquant. Avec une assistante juridique de son ancien cabinet. De la pure poésie. Le mois dernier, j'ai enfin pris ces fameuses vacances à la plage que j'avais mentionnées. Je suis parti 2 semaines à Hawaï. J'ai laissé mon ordinateur portable à la maison, et je n'ai consulté mes emails professionnels que 2 fois. L'entreprise ne s'est pas effondrée, le monde ne s'est pas arrêté de tourner, et j'ai redécouvert ce que c'était que de vraiment me détendre. Ma vie n'est pas parfaite aujourd'hui, mais elle est bonne. Je travaille dur, je suis entouré de personnes en qui j'ai confiance, et je construis quelque chose de solide autant sur le plan professionnel que personnel. Et à la fin de la journée, ça vaut bien plus que tout ce que Jane a essayé de me prendre.